Bonjour et bienvenue sur Top Plongée. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la série des vidéos dédiées à la régulation de la respiration en plongée. Dans ce deuxième chapitre, nous allons voir les rôles du cerveau réflexe et du cerveau automatique dans cette régulation. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous conseille de regarder d'abord les premiers chapitres. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le lien qui apparaît en haut à droite de cette vidéo. Si vous l'avez déjà regardé, nous pouvons donc nous replonger dans le fonctionnement de notre cerveau. Le cerveau réflexe est très peu impliqué dans la régulation de la respiration en plongée. Pour simplifier, nous allons dire qu'il ne s'active qu'après une perte de connaissance. Ainsi, suite à un problème quelconque entraînant une perte de connaissance, lorsque notre machine redémarre, le centre réflexe prend le contrôle de la respiration et déclenche une inspiration réflexe sans consulter les autres cerveaux. Ainsi, il est essentiel, en cas de malaise entraînant la perte de connaissance d'un plongeur ou d'un apnéiste, de mettre rapidement les voies aériennes hors du contact de l'eau avant que la reprise respiratoire réflexe soit déclenchée, faute de quoi l'eau ira directement dans les poumons. Montons d'un étage pour retrouver le cerveau automatique. Son rôle est de nous permettre de nous adapter à notre environnement. C'est lui qui va réguler la respiration lorsque vous êtes au repos, lorsque vous réalisez un effort, à cet instant même pendant que vous regardez cette vidéo, et bien évidemment, lorsque vous allez sous l'eau. En règle générale, c'est lui qui contrôle la respiration 99,9% du temps. Tel un logiciel, ce cerveau dispose d'un programme et d'une base de données. Le programme et les valeurs de référence de sa base de données sont les fruits des millions d'années d'évolution de notre espèce et de son adaptation à une vie essentiellement terrestre. Ainsi, il récupère les informations des capteurs sensitifs en temps réel. Il compare ces valeurs avec celles de sa base de données et, en fonction du résultat, il exécute les programmes en envoyant un ordre de contraction aux muscles respiratoires sans demander l'avis des autres centres. Ce qui permet d'adapter la ventilation à chaque instant sans gaspiller de l'énergie inutile en demandant par exemple à notre cerveau conscient si cela lui convient. C'est ce qu'on peut appeler la respiration automatique ou naturelle. La respiration automatique terrienne comporte deux phases. Une phase dite active dans laquelle le cerveau automatique envoie un ordre de contraction aux muscles ventilatoires. Cette contraction entraîne l'ouverture de la cage thoracique et fait rentrer l'air dans les poumons par simple différence de pression. Puis une phase dite passive dans laquelle le cerveau automatique va tout simplement arrêter l'ordre de contraction. Les muscles reviennent donc à leur place et la cage thoracique retrouve son volume initial, expulsant l'air naturellement. Ainsi, on peut dire que l'expiration n'est qu'un relâchement musculaire entre deux ordres de contraction. En plongée, l'expiration devient active, car pour compenser la résistance du détendeur, le simple relâchement ne suffit plus. Il va falloir aider les muscles pour qu'ils reviennent à leur place. Grâce à la grande capacité d'adaptation de notre système nerveux, nous intégrons la respiration subaquatique avec ces deux phases actives assez facilement. Ainsi, nous n'avons pas besoin de penser à notre expiration pour continuer à respirer avec un détendeur ou avec un tube. Mais qui dit ventilation automatique ne dit pas forcément bonne respiration, car notre cerveau est quand même programmé pour inspirer plus fort et plus vite dans le but d'apporter plus d'oxygène en cas d'effort. Voyons plus en détail la manière dont notre cerveau automatique gère notre respiration dans une situation de plongée. À l'équipement, le simple fait de mettre le bloc active les capteurs musculaires. L'ordinateur central récupère ces informations et, après comparaison avec les valeurs de référence, envoie un ordre de contraction vers les muscles respiratoires et vers le cœur. Plus l'écart entre les valeurs envoyées par les capteurs et la valeur de référence est important, plus l'ordre sera puissant et fréquent. L'état de fatigue, l'âge et la forme physique vont aussi influencer l'importance de cet écart. Une bonne condition physique et un entraînement spécifique pour avoir une technique d'équipement efficace dans toutes les situations permet de réduire cet écart et donc la puissance de l'activation cardio-respiratoire. Autre particularité importante à retenir au sujet de la respiration automatique, c'est qu'elle se bloque lorsque nous focalisons un peu trop notre attention sur une tâche quelconque. Ainsi, il n'est pas rare de voir les plongeurs bloquer leur respiration pendant qu'ils s'équipent.
Ces deux facteurs vont déclencher une augmentation du taux de CO2, dépassant rapidement nos valeurs de référence et entraînant automatiquement l'accélération de la fréquence et de la puissance de l'ordre des contractions, ainsi que l'accélération du rythme cardiaque. Le fait de respirer sur les détendeurs hors de l'eau active les capteurs des muscles respiratoires et vient s'ajouter aux ordres précédents, car là aussi, nos valeurs de référence sont relativement faibles et l'activation de la puissance de l'ordre de contraction est assez forte. Il suffit d'écouter les respirations des plongeurs en surface pour s'en rendre compte. À la mise à l'eau, les contacts avec l'eau froide activent les capteurs de température. Plus l'écart de température sera important et plus les ordres de contraction seront puissants. Les changements de milieu activent aussi les capteurs proprioceptifs qui gèrent l'équilibre, dont les valeurs de référence terriennes vont déclencher les programmes de rattrapage en cas de chute, envoyant des ordres aux muscles des jambes et des bras pour se rattraper, augmentant encore plus les rythmes cardio-respiratoires. Ainsi, dès les premiers instants de la plongée, nous pouvons nous retrouver avec une activité cardio-respiratoire et neuronale assez importante. Rappelons que toute surcharge du réseau neuronal automatique va limiter notre capacité à utiliser le cerveau conscient et cela augmente aussi les risques d'activation de notre cerveau émotionnel. Pour finir, voyons un petit exemple de respiration automatique en plongée. Montez le volume et écoutez attentivement. Voilà donc comment reconnaître une respiration automatique sous l'eau. Des aspirations courtes, fortes, non contrôlées et bruyantes qui traduisent la puissance de l'ordre des contractions provenant du cerveau automatique. Signe que les valeurs de pas mal de capteurs de régulation de respiration dépassent les valeurs de référence. Des expirations courtes, non contrôlées et irrégulières et des apnées aléatoires et de durée variable. Elles apparaissent particulièrement lorsque nous focalisons trop notre attention sur une tâche, comme par exemple contrôler les instruments ou sortir les parachutes de palier. Et le tout sans que les plongeurs prennent vraiment conscience, sauf analyse vidéo de la respiration après la plongée. Ainsi, pour résumer, l'expiration longue et contrôlée que nous devons avoir en plongée ne fait donc pas partie de notre programme automatique. Et d'un point de vue purement physiologique, on pourrait même affirmer qu'elle n'en fera jamais partie. Sauf naissance d'une nouvelle espèce d'Homo subaquaticus. Mais pour cela, il faudrait passer plus de temps à respirer sous l'eau que sur Terre, et ceci pendant quelques générations. Comme déjà dit, la solution pour avoir une respiration optimale et adaptée à toutes les situations de plongée, c'est d'apprendre à utiliser le cerveau conscient. Mais ce n'est pas si simple que ça. Car à notre tendance naturelle de respirer de manière automatique et inconsciente, vont venir s'ajouter d'autres éléments, comme l'intervention du cerveau émotionnel. Nous verrons comment dans la prochaine vidéo. Le deuxième chapitre s'arrête ici. J'espère que cela vous a permis de mieux comprendre les rôles et les particularités de ces deux cerveaux, ainsi que leur implication dans la régulation de la respiration. Dans le troisième et dernier chapitre, nous verrons aussi le combat qui peut parfois exister entre notre cerveau émotionnel et notre cerveau conscient pour garder le contrôle de la respiration. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. Et si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube et activer les notifications pour être informé de la sortie de la prochaine vidéo. Voilà, cette vidéo est maintenant finie. Vous pouvez reprendre une activité normale en attendant la sortie de la prochaine vidéo. Je vous souhaite plein de plongées top et je vous dis à bientôt pour la suite sur Top Plongée.